Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour enfin parler de quelque chose de concret, à savoir les paroles de Nasser Al-Khelaifi et Luis Enrique en conférence de presse cet après-midi. Après l'officialisation du licenciement de Christophe Galtier ce matin, la nomination de l'entraîneur espagnol a bien eu lieu, avec 3 heures de retard à 17h, une situation un petit peu lunaire comme d'habitude au PSG, mais notre nouvel entraîneur s'est présenté à côté de Nasser avec un maillot floqué 2025, comme celui d'Mbappé l'année dernière, vous me direz. Est-ce que Luis Enrique a aussi la possibilité de rédiger une lettre avant le 15 juillet? Ça, on le sait pas. Peut-être qu'on l'apprendra dans un article du journal L'Équipe à la mi-septembre. Bref, dans tous les cas, contrat de 2 ans pour un entraîneur, c'est plutôt correct. Il y en a peut-être une en option. On rappelle que on fait beaucoup de conneries, mais celle de donner des contrats longs aux entraîneurs, on l'a pas encore faite, comme les Américains à Chelsea, qui, on le rappelle, ont donné à Graham Potter l'année dernière 50 contrats. Et au final, quand ils ont voulu le virer, il y avait 4 années à payer, puisqu'il était là-bas jusqu'en 2027. Et aussi, on rappelle cette légende urbaine de l'impatience du PSG avec ses coachs. Déjà, Christophe Galtier part le 5 juillet, c'est déjà trop tard parce que normalement, il aurait dû être dégagé après le match aller contre le Bayern. Et au cours de la saison, il y a eu au moins 3 ou 4 autres moments où dans un club top européen, il aurait dégagé. Tourelle, pareil, après Manchester, a eu sa chance. Unai Emery, après la remontada, quand même, reste au-delà de l'été 2017. Donc bref, le PSG est relativement patient avec ses entraîneurs. Et dans mon cas personnel, je le serai encore plus avec Luis Enrique, parce que vous l'avez compris à travers mes vidéos, dès le mois d'avril, c'était mon premier choix dans ma liste des priorités des entraîneurs. À l'époque, on tombait pas dans le piège de José Mourinho, machin chouette, parce qu'évidemment, les Qataris ne veulent pas d'un entraîneur comme ça. Et aujourd'hui, quand Nasser te répète 15 fois qu'il veut pratiquer un jeu offensif pour faire plaisir aux supporters, tu te dis, bon, je crois que José Mourinho, il peut vraiment faire une croix définitive sur le PSG qui, s'il l'avait voulu, l'aurait pris en 2014-2015, n'aurait pas attendu 2023 pour le faire. Bref, alors, j'aimerais d'abord revenir sur ce retard quand même, parce que c'était prévu pour 14h la conf. Ensuite, ça a été décalé à 14h45, 16h et puis 17h. Et au final, Nasser s'est présenté un peu avant 17. Raison officielle, donnée aux journalistes, retard de l'avion de Nasser, qui ensuite te dit, quand il arrive, pardonnez-moi, je passe toute ma vie dans l'avion. Bon, je commencerai par mon côté complotiste. Ça me paraît quand même bizarre que pour un avion, tu changes toutes les heures l'horaire. C'est-à-dire que ton avion, il a du retard, mais une fois qu'il a décollé, tu sais à quelle heure tu vas atterrir, tu sais à quelle heure tu vas arriver en fait. C'est pas possible de gagner du retard quand tu es dans les airs. Voilà, il suffit juste de décoller. Alors à moins que Nasser ait été bloqué jusqu'à du coup 14-15 heures au tarmac de départ, franchement, je peine à croire à cette excuse. Après, on sait tous qu'il vagabonde entre Doha, Paris, Londres. Il était au Maroc aussi il y a 15 jours, à Miami chez DJ Khaled. Le fait que ce soit Harlem Globetrotter, ça par contre, tout le monde le sait. On en est certain qu'il passe sa vie dans l'avion. Bon, bref. Ensuite, Luis Enrique a pris la parole. Alors, les premiers mots en français, avec une voix un peu bizarre. Bon, merci tout le monde, machin chouette. Le seul truc que j'ai retenu, c'est qu'il a cité « J'ai hâte de découvrir la très belle ville qu'est Paris ». Et ça, on ne cessera jamais de le répéter. Bernardo Silva qui part de Manchester pour Paris, ça va dans mon sens. Je pense que c'est notre plus gros atout aujourd'hui, à l'heure où le projet QSI a perdu en attractivité, c'est certain, a perdu en lisibilité aussi. La ville a toujours joué en notre faveur. Voilà. C'est-à-dire que par rapport à Munich, pour Lucas Hernandez, par rapport à Manchester, le nord de l'Angleterre, Di Maria 2014, Bernardo Silva cette année, évidemment, on a la ville avec nous. Bon bref. Ensuite, il a officialisé donc 3 de ses adjoints. Rafa Paul, comme j'ai dit hier, c'est une très bonne nouvelle, préparateur physique avec une belle réputation en Espagne. Unzue, un psychologue, Valdés. Alors ça fait plaisir. Nagelsmann, on sait qu'il bosse avec un psychologue toujours. Luis Enrique, du coup, on en aura un quand même, donc ça fait plaisir.
de ce que je sache, on n'en avait pas avec Christophe Galtier et pas jusque-là. Évidemment qu'on en a besoin, hein, avec des Vitinha, avec des Marquinhos. C'est évident qu'il faut parler et faire un petit peu ressortir tout ce qui va pas parce que les mecs se font caca dessus. Bref, dès que la pression augmente. Bon, il a aussi précisé qu'il manquait quelqu'un dans son staff, qu'ils essayaient de le signer, boucler le contrat avant le 10 juillet. Voilà, Luis Enrique a dit qu'il y aurait une quatrième personne qui allait le suivre. Alors l'identité n'a pas filtré, on va voir qui ça va être. Peut-être le profil de francophone qu'on pistait avec Thierry Henry, Laurent Koscielny, avec Nagelsmann. Bon, même si ça me paraît pas être une obligation, parce qu'on recrute quelqu'un qui parle espagnol, sachant que le vestiaire est à majorité hispanophone. Bon, Nagelsmann, évidemment, tu mets un Allemand là-dedans. Ok, là, il te faut quand même quelqu'un qui fait le lien avec, à minima, la partie française du vestiaire, ou alors avec l'espagnol. Mais là, bon, Luis Enrique est espagnol de base. Bon, bref. Alors, j'aimerais m'arrêter sur d'abord ce qui est ressorti. Clairement, de cette conf, honnêtement, mon ressenti général, j'étais hype pour Luis Enrique avant la conf. La conf ne m'a pas plus hype, hein, les gars. Voilà, il n'y aura pas de branlette sur quelconque déclaration. Quand il dit « j'adore la pression, je veux faire plaisir aux fans », on va se détendre. Tous les entraîneurs qui ont signé au PSG ont eu ces mots. C'est de la com'. On va attendre déjà le mercato aussi, parce qu'on va en parler par rapport à tout ce qui a été dit dans cette conf. Ben moi, la conclusion, c'est qu'ils se sont mis de la pression plus qu'autre chose, voilà, en disant jeu offensif. Donc, voilà, cette conférence de presse ne m'a pas, m'a pas emballé plus que ça. Ça reste une conférence de presse, quoi. Je suis désolé, si vous bandez sur des conférences de presse, bon, bah, c'est votre problème, hein. On attend la vérité du terrain ici. Bon, bref. Alors, commençons. L'identité offensive, c'est non négociable. Si on joue pas de manière offensive, on ne vient pas au PSG, c'est ma philosophie. J'ai cité Luis Enrique. Identité offensive, ça je crois que c'est un mot qui était dans les brouillons de tout le monde. Hein. C'est le mot qui a circulé à la factory quand on a préparé cette conf, parce que même Nasser l'a dit au moins 4 ou 5 fois, sans abuser. Luis Enrique pareil, donc c'était vraiment le mot d'ordre. Alors, pour prendre les choses à leur début, je pense que je reviendrai au match aller contre le Bayern, 14 février de cette année. L'émir était en tribune au Parc des Princes à ce moment-là, et je pense que quand il a vu le 4-4 de Régular, avec la doublette Neymar-Messi, devant Zaïre Emery, Carlos Soler pour animer les côtés, et surtout la première mi-temps qu'on a fait sans ambition, je pense que là, il a tout pété dans le Parc des Princes et que c'est à partir de ce soir-là qu'il s'est dit « Non, les gars, c'est pas possible, on va prendre... Là, je veux retrouver mon PSG attractif, mon PSG 6 premiers mois de Thomas Tuchel, première saison d'Unai Emery, jusqu'à la remontada. » Bon, bref. Donc, ça, c'est la première des volontés. C'est très bien. Ils n'ont pas cité Ligue des Champions, machin chouette. Ok, en matière de communication, ça c'est réussi. Je m'en réjouis pas parce que c'est la base. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, t'as tellement perdu en crédibilité que tu peux même pas te permettre, en fait. Ce serait complètement lunaire de venir en disant les mêmes choses que tu disais en 2011, à savoir l'objectif, c'est gagner la Ligue des Champions. Parce que il faut se l'enlever de la tête. Donc, bien sûr, moi, en fait, c'est mon objectif premier. Luis Enrique, pour être tout à fait honnête, j'ai limite pas d'attente en Ligue des Champions. Évidemment, quart de finale, demi-finale, si je devais en donner. Mais ce que je veux dire, c'est que la première de mes attentes, c'est reprendre du plaisir à regarder le PSG, en fait. Aujourd'hui, je ne m'imagine pas fêter un sacre en Ligue des Champions, fêter une demi-finale ou quoi que ce soit. Je m'imagine juste en slibard dans mon canapé un samedi à 17h, à prendre un peu de plaisir à regarder le PSG. Et pas à me mettre les mains dans les poches pour éviter de sortir mon téléphone parce que le jeu est d'un ennui total en fait. Voilà, depuis 3 ans de purge, bien sûr que l'objectif numéro 1 aujourd'hui, c'est de prendre du plaisir en regardant mon équipe. Et pour eux, au sein du club, c'est pareil. Renouer un petit peu le lien avec les supporters qui s'est distendu bien sûr. Donc ça, évidemment, c'est un bon point. Maintenant, quand ils disent jeu offensif, je suis désolé, mais ils se mettent une pression monstre par rapport au mercato parce que il te dit je veux mettre en place un jeu offensif. Et 2 minutes après, il te dit Mbappé,
tout peut se passer, je garde le secret professionnel. Et 5 minutes après, Nasser te dit, impossible qu'il parte gratuitement. S'il reste, faut qu'il signe un nouveau contrat. Mbappé, bon, si tu veux mettre un jeu offensif, c'est un peu celui qui te pèse 40 buts par saison, quoi. Derrière, il n'y a pas grand monde. Neymar qui joue 50% des matchs, Marco Asensio qui marque 5-6 buts tout au plus hors de la surface, Marco Verratti, évidemment, le grand milieu de projection. Donc c'est là où vraiment ils se mettent la pression pour moi, parce que, ok, tes ambitions sont là, tu veux faire un jeu offensif, mais avec quels outils, quoi? Parce que là, tes forces en présence, et Ekitike, Carlos Soler, et pardonnez-moi, c'est pas Lee Kang-in et Marco Asensio qui vont changer quelque chose, qu'on soit très clair. Là, avec ce qu'il a dit Luis Enrique, au-delà du départ d'Mbappé, il faut un vrai numéro 9, et tu dis ça alors que ça fait quelques jours qu'on apprend que les pistes Osimhen, Harry Kane, c'est un peu compromis, et qu'on a relancé la piste Kolo Muani. Bon, j'aime bien, honnêtement. On va parler de Kolo Muani si j'ai le temps dans cette vidéo, sinon on le fera demain. J'ai un avis un peu pas si négatif que ça sur le joueur, disons. Donc un numéro 9. J'ai cité Kolo Muani, mais pour spoiler ma prochaine vidéo, en fait, Kolo Muani, je pense qu'il faut le prendre en tant qu'ailier droit, et du coup recruter un vrai numéro 9 en plus de Randall, ce qui peut être pas dégueulasse sur le papier. Donc un numéro 9, un ailier droit, un remplaçant au numéro 9, parce qu'Ekitike, visiblement, le plan du club, c'est un prêt, et je pense que pour tout le monde, c'est pas plus mal. Si Mbappé part, il va falloir le remplacer, le coco. Marcus Rashford va prolonger à Manchester, Leao s'est fait à Milan, Vinicius au Real, fin de contrat 2024, ça nous annonce une prolongation qui est toujours pas officielle depuis quand même 1 an, mais bon, je veux pas être complotiste au point de penser que Vinicius va partir du Real dès cet été, ou ne va pas prolonger en 2024. Gvara au Napoli, bon, c'est un peu compliqué avec leur président. C'est quand même très très délicat. Voilà, parce que Luis Enrique te dit on reste toujours ouvert, il peut arriver une foule de choses, l'effectif c'est un peu le secret professionnel, donc je peux pas délivrer de confidence sur Mbappé. C'est-à-dire qu'en fait, même sur Neymar, en réalité, Luis Enrique, c'est limite ce qui m'a aussi plu dans la conférence, c'est qu'il parle jamais, il ne cite jamais les joueurs par leur prénom, par leur nom de famille en fait. Neymar, tu lui poses une question sur lui, il te parle de l'équipe, il te parle du travail que lui va avoir à faire en tant qu'entraîneur. Mais il te parle pas de Neymar, même pas une éloge, rien du tout. Alors que les mecs ont quand même remporté la Ligue des Champions tous les deux en 2015. Mbappé pareil, tu lui poses une question, plusieurs même, il te répond sur son travail, sur le secret professionnel, sur sa collaboration avec sa direction, et certainement pas sur le joueur. Même pas une éloge sur Mbappé. Enfin, moi, je serais curieux de voir ce que Neymar et Mbappé pensent de ces déclarations-là, quand ils vont les écouter pour la première fois. Les mecs à l'ego surdimensionné. Qu'est-ce qu'ils vont penser de ça? C'est ça qui m'a plu, c'est vraiment pas citer Mbappé ni Neymar. Alors bon, évidemment, la déclaration sur Mbappé, elle est téléguidée par le club. Voilà, c'était une consigne qui lui était donnée. Et là, je crois qu'avec cette conférence de presse, c'est assez clair qu'il va partir cet été. Enfin là, je ne vois pas d'autre issue. On essaye du côté Mbappé comme du côté PSG d'écrire un récit du départ qui va avoir lieu très certainement. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est face à deux clans qui s'opposent pour l'écriture de ce départ. Voilà. Comment le public va le percevoir? Le PSG qui nous dit Mbappé n'a pas tenu sa promesse, Mbappé ne partira pas libre, et Mbappé qui nous dit moi je veux rester, mais le PSG n'a pas tenu ses promesses, je suis ouvert et tout ça. Voilà. Et s'il part cet été, il te dira je suis le bon élève parce que j'ai laissé au club une indemnité. Comme il l'avait dit en 2021 dans son interview à Rotten. Voilà. J'ai prévenu le club parce que je voulais lui laisser le temps de rebondir, prendre une indemnité sur mon transfert pour prendre un remplaçant correct. Voilà. Mbappé, de ce que je sache, n'a jamais dit officiellement je partirai pas libre. La réalité, c'est que Leonardo a rapporté ses paroles à un moment donné, mais Mbappé, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de déclat. La seule déclat que j'ai trouvée, c'est celle que je viens de dire chez Rotten, à savoir, j'ai prévenu le club assez tôt pour qu'il fasse une indemnité de transfert afin de me remplacer. Bon bref, alors ensuite on a Dominique Sévérac qui était là, qui nous a dit, avec les égos surdimensionnés, comment allez-vous faire dans ce vestiaire
Bon, pardonne-moi Doumé, ok, Neymar et Mbappé, ce sont des égos surdimensionnés, mais à part eux, tu m'excuseras, c'est tous des caca-culottes. Hein. Donnarumma, ça m'a l'air d'être un imbécile heureux. Marquinhos, je passe. Vitinha, je passe mon tour. Marco Verratti, 12 ans au club, n'a jamais fait une déclaration en l'air pour demander à être entouré d'un joueur top classe mondial. Bon, n'a jamais pris de leadership dans le vestiaire. Bon, Nuno Mendes, je pense que c'est plutôt voilà, le bon élève. Achraf, bon, lui, il pense à sa vie nocturne à Paris, hein, à découvrir la ville. Carlos Soler, Lara Fabian, tu m'excuseras. Bon, je suis pas sûr que ce vestiaire soit vraiment gangréné d'égos surdimensionnés. Et les recrutements que tu fais vont pas dans ce sens. Hein. Asensio, Lee Kang-in, Ugarte. Bon, peut-être Lucas Hernandez au niveau de la concurrence avec Kimpembe qui l'attend. Même Skriniar, en réalité Skriniar, je pense que c'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, qui te fait pas trop de problèmes, hein, quand même, qui était capitaine à l'Inter, même si, bon, évidemment, les interistes ne brosseront pas un portrait élogieux de Skriniar parce qu'il s'est barré gratuitement de chez eux pour venir ici. Mais ils avaient qu'à accepter l'offre à 50 millions qu'on a fait l'été dernier. Bon bref, sur les jeunes, bon il a dit je suis un de ceux qui leur fait confiance, donc dans le quotidien je veux qu'ils soient avec nous. Il y a un beau centre de formation, j'ai très envie de les voir jouer et avoir de l'ambition. Je veux pouvoir leur donner leur chance, très bien. On va voir ce qu'il va en faire. Neymar, ça aussi, à pas oublier Neymar. Parce que la conférence de presse a tourné autour de Mbappé. Globalement, je crois qu'il y a eu 5 ou 6 questions sur Mbappé, que ce soit pour Nasser ou pour Luis Enrique. D'un côté, je me dis, allez, j'ai pas envie de taper sur les journalistes. C'est logique. C'est logique qu'il y ait des questions sur le meilleur joueur de ton effectif qui serait en instance de départ. C'est logique qu'il y en ait, qu'elle soit posée. Maintenant, quand je vois Damien Degore qui te pose une question et 2 minutes après, le journaliste espagnol qui prend le micro pour te poser exactement la même, je me dis les gars, putain, vous posez 5 questions sur Mbappé, à chaque fois c'est sensiblement la même quoi. Enfin, je sais pas, essayez d'être original, prenez des risques, demandez à Nasser pourquoi ils se sont affichés fièrement avec un maillot 2025 l'année dernière. Je sais pas, parlez de ça. Parlez du remplaçant, du potentiel remplaçant. Est-ce que vous avez un plan? Parce que là, c'est très clair, vous voulez le faire partir. Mais est-ce que, avant de le faire partir, vous savez par qui il sera remplacé? Je sais pas, poser des questions qui sont d'utilité publique. Mais le problème, c'est que ce genre de questions, bien sûr, ça va froisser Nasser. Et donc, pour avoir les exclusivités, les informations derrière, ça va être plus compliqué pour les journalistes. Bon. Neymar, pareil. On lui demande si ça va être un homme de base. C'est Olivier Talaron qui pose la question, hein, c'est pas surprenant. Enrique te répond, ce genre d'informations, j'aimerais vous les donner, mais c'est interne, je dois parler aux joueurs, les voir s'entraîner, se comporter et prendre des décisions dans le consensus. Il va y avoir des changements, c'est une nouvelle ère. Pareil, très évasif sur Neymar quand même. Bien sûr, que le Qatar veut dégager depuis globalement 1 an et demi, ça tout le monde le sait, que Luis Campos veut dégager depuis sa signature. Donc, c'est vrai que c'est plutôt... Après, bon, le départ de Neymar, on sait tous que ça prend du plomb dans l'aile quand même, parce que là, c'est plus orienté sur Mbappé, et puis surtout, bon, le mec a un contrat jusqu'en 2027, personne en Europe va vouloir prendre en charge son salaire de 30 millions, sa femme est enceinte, ils vont appeler leur fille « ma vie » en référence à la vie, le mot français, bon bref, tout est réuni vraiment pour qu'il reste. Luis Enrique n'a pas fait comme Christophe Galtier l'année dernière qui nous disait j'ai une idée très précise de ce que je veux faire avec Neymar pour au final 15 jours après nous dire j'aimerais associer Mbappé avec un numéro 9 pivot et 3 semaines après te dire le mercato tout peut se passer hein. Sur une question concernant Neymar en conférence de presse fin août. Galtier te dit ça en 2022, alors qu'en juillet, il te dit j'ai une idée très précise de ce que je vais faire de Neymar. Bon bref, là, tout est posé très clair. Comme je l'ai dit, il n'a jamais cité précisément le nom des joueurs, il n'a jamais fait d'éloge envers quelconque joueur, et ça, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, on a appris que Nuno Mendes était de retour au centre d'entraînement, tout comme Mukiele et Kimpembe, mais pour eux, on le savait. Nuno, par contre, on l'a appris, du coup, c'est plutôt cool. En même temps, vu la saison qui vient de passer niveau blessure, c'est plutôt logique qu'il fasse quelques efforts pour revenir plutôt bien. Alors Nasser a partagé la position du PSG sur le dossier Mbappé, puisqu'après, il a pris la parole. Alors, on veut que Kylian reste, mais si ça se fait, c'est avec une prolongation. S'il veut rester,
il faut qu'il signe un nouveau contrat. On ne veut pas le faire partir gratuitement. C'est impossible. Impossible. Et lui-même l'a dit, il partira jamais. Donc là, déjà, il y a une évolution. Parce que avant la prolongation de l'année dernière, Nasser te disait, ça paraissait complètement dénué de sens. Même quand on pensait tous qu'il allait signer au Real, Nasser te disait, il va prolonger. Il va prolonger. Il était un peu tout seul dans son délire. Là, c'est quand même un tout autre discours qui est offensif, je sais même pas en fait. Parce que la réalité, c'est que les supporters bateaux qui croient au discours de Nasser tous les ans, machin chouette, aux conférences de presse, là, ils vont te dire « Ah, super, Nasser a dit les termes, ça y est, on est vraiment en mode offensif, le club prend les rênes, ça y est, Mbappé va être au pas. » Eh les gars, Nasser, il est pieds et mains liés. Le seul qui a la main dans le dossier, évidemment que c'est le joueur. Évidemment que c'est le joueur qui va décider s'il va rester cette saison. Le PSG a quoi comme marge de manœuvre aujourd'hui? Le PSG a quoi? Mettre Mbappé sur le banc pendant toute la saison? Vous croyez vraiment qu'on va mettre un joueur à 70 plaques qui te nique complètement ta masse salariale sur le banc? Alors, il y a un plan que j'ai imaginé qui peut être... J'ai trouvé l'équation parfaite. Je soumets l'idée. Mbappé sur le banc à chaque match, qui rentre à la 70e minute. Comme ça, quand les adversaires sont un peu désorganisés, mais surtout fatigués, tu fais rentrer une fusée qui te fait gagner les matchs, qui va marquer des buts évidemment, mais dans tous les cas, en rentrant à la 70e à chaque fois, ses statistiques personnelles seront en dessous de ses standards, et du coup, ça va l'emmerder Mbappé. Donc, personnellement, c'est ce que je propose pour la saison prochaine, s'il veut absolument rester pour partir libre. Précise. En fin d'année. Mais dans tous les cas, pour revenir un peu à la réalité, on n'a aucun moyen de pression sur Mbappé, qui est maître du dossier. Et c'est pour ça que Nasser prend cette posture publique très ferme, parce qu'il sait très bien que en interne, il n'a pas la main. La seule chose qu'il peut essayer de faire, c'est publiquement écrire un récit du départ qui serait à l'avantage du club. Le problème, c'est que le clan Mbappé, ils ont leur relais médiatique et ils vont dégainer très très rapidement. D'ailleurs, hier, on a eu un article de l'équipe qui nous dit Mbappé demande au PSG de recruter de manière collective sans faire autour de lui. Sans faire autour de lui. Ça me paraît très hypocrite quand même. Et là, je prendrais la défense du club. Qu'est-ce que tu peux demander ça alors que tu prends tes primes de fidélité à 90 patates, ton salaire qui te met au chou par rapport au fair play financier et qui t'empêche de recruter des joueurs top mondiaux parce que donner des salaires à 10 millions, c'est plus possible, et qui surtout sur tes transferts t'oblige à donner des contrats de 5 ans par rapport à l'amortissement, parce que sinon, au niveau de tes caisses, t'es grillé complètement. C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui avec Fabian Ruiz, Renato Sanchez sur 5 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu demandes ça? Maintenant, bien sûr, de l'autre côté, les promesses non tenues, bien sûr qu'il y en a du côté du PSG, mais en fait, je suis quand même très tranché sur ce dossier Mbappé. Je suis très tranché. Les gens me diront « Ouais, le PSG a pas tenu ses promesses ». Mais les gars, mais qui croit aux promesses de Nasser? Faut vraiment être le dernier des naïfs pour croire aux promesses de Nasser. Quand Mbappé a prolongé l'année dernière, il croyait vraiment qu'on allait faire le mercato qu'on lui promettait? Qu'on allait dégager Neymar comme ça? Mais qui croit à ça? Mais sérieux, qui croit à ça en 2022? Donc c'est pour ça que sur ce dossier Mbappé, je penche quand même vachement en faveur du club. La grosse erreur qu'on a fait, c'est évidemment lui donner cette option sur laquelle lui seul a la main. Et que du coup, juste un an après, t'es dans la merde. Et puis surtout aussi, erreur du club, c'est que le mec, dès le 15 juillet de l'année dernière, te fait part de sa lettre. Bon, alors tu la fais pas filtrer dans les médias, ça t'évite un nouveau problème extrasportif. Mais le problème, c'est que bosse ton remplaçant, quoi. Et d'ailleurs, c'est de là qu'on comprend un petit peu les rumeurs Marcus Rashford. Rappelez-vous, l'année dernière, on voulait absolument signer Marcus Rashford, qui a toujours été un petit peu pisté par le club pour remplacer Mbappé. Je pense que voilà, les rumeurs arrivent après le 15 juillet, après la lettre. Faites-en ce que vous voulez. Bref, donc voilà Nasser qui tente de rejeter les responsabilités sur Mbappé. Donc on essaye d'écrire un récit et chacun va essayer de se rejeter la responsabilité. Mais dans tous les cas, le club n'a pas de marge de manœuvre. C'est le joueur qui va décider. Le Real aussi, peut-être une marge de manœuvre qu'on pourrait avoir, c'est l'émir au Qatar, au niveau des contrats BTP que Florentino Pérez a.
par rapport à ses autres activités que le Real Madrid. On sait qu'il a des intérêts au Qatar parce que il a des trucs dans le BTP. Si l'émir lui met la pression par rapport à ça, peut-être qu'il serait enclin à balancer les 200 millions. Mais je suis assez confiant quant au fait de recevoir une offre du Real cet été. Tout le problème, c'est la recevoir le plus tôt possible, et 2, avoir le remplaçant d'Mbappé avant de le faire partir. Qu'on ne se retrouve pas à faire des Richarlison la dernière semaine d'août. Parce que aussi du côté du Real, bon, tout est prêt en fait pour faire signer Mbappé, c'est-à-dire qu'ils ont libéré de la masse salariale, qu'ils se sont retirés des dossiers Harry Kane. C'est officiel, Carlo Ancelotti va prendre la sélection brésilienne l'année prochaine, donc c'est sa dernière année au Real. Je pense que lui va vouloir avoir toutes les forces possibles de son côté pour essayer de faire les choses en grand. Et puis, quand t'es le Real, franchement, alors ok, Mbappé libre, c'est cool, mais on sait tous que Mbappé libre, c'est plus de 100 millions de primes à la signature et un salaire complètement démentiel. Or, Mbappé cette année, allez, à 230 millions d'euros, c'est-à-dire que t'es dans les livres d'histoire, tu pètes le record du transfert de Neymar. Moi, je pense que tu demandes à Florentino, c'est une idée qui lui plaît. C'est pour ça que je suis assez optimiste sur le fait de faire partir Mbappé. Mais maintenant, d'un point de vue objectif, vous connaissez tous mon avis. Et encore une fois, Enrique et Nasser te martèlent qu'ils veulent pratiquer un jeu offensif. Ok les gars, mais de l'autre côté, vous voulez absolument dégager le mec qui te plante 40 buts par saison. Sur le dossier du numéro 9, t'es mal embarqué. Là, ça va être très compliqué. Honnêtement, j'ai hâte d'être le 1er septembre. Bref, bonne soirée à tous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve demain justement pour parler de Kolo Muani. Ça fait quand même 2 vidéos que je veux caler mon analyse sur le joueur, mais 2 vidéos où je n'ai pas le temps. À demain, sans faute bien évidemment. Ciao les amis, prenez soin de vous. Et évidemment, on est très content de la signature de Luis Enrique. On l'a toujours été sur cette chaîne.